Bonjour les Raf, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit tour sur le rapport de Bank of America. Vous savez, Bank of America, c'était Merrill Lynch qui faisait ça avant. Puis il y a eu une fusion, je crois, où BofA a racheté l'autre. C'est sorti de rapports en règle générale qui sont limités à la clientèle, donc je l'ai. Et globalement, ce qu'il faut se dire, je trouve que c'est toujours très intéressant, c'est toujours très à propos. Et donc, on va faire une petite revue. Alors, celui que vous avez à l'écran là, c'était quelque chose qui était ressorti dans un rapport qui était début avril. Mais globalement, qu'est-ce que ça vous dit? En gros, ça vous dit celui-là de graphique, c'est le ratio. En gros, entre les marchés, on va dire, développés et notamment les marchés américains. Donc c'est pour démontrer en fait la surperformance et quelque part la surreprésentation des valeurs américaines dans l'indice mondial global. Et pourquoi on l'utilise? Eh bien, on l'utilise pour avoir un avis contrarien et se dire à un moment donné, ce n'est plus les États-Unis qui vont surperformer le marché mondial, ce sont d'autres marchés. Alors ici, l'idée, c'est pas de parler des émergents, ici, l'idée, c'est de se dire d'autres marchés, notamment le marché européen ou le marché japonais, par exemple. L'idée, en fait, aussi qu'il y a derrière, c'est en gros de se dire à quel moment le marché américain est donc un marché qui a été surpondéré en valeur technologique et donc de valeur de croissance, va commencer à être sous-pondéré parce qu'on va aller chercher les valeurs value. Alors il y a des valeurs value aux États-Unis également, mais elles ne surpondèrent pas les indices. Par contre, les indices sur lesquels on est surpondéré en valeur value cyclique pour l'essentiel, c'est surtout donc des marchés européens et les marchés japonais. Alors ça, évidemment, c'est aussi lié, il faut le dire, à la paire euro-dollar. Et donc, ce qu'il faut bien se dire, c'est que quand le dollar monte et quand le dollar est puissant, évidemment, ça renforce l'idée que même un gérant japonais ou un gérant européen va aller chercher à acheter plutôt des actifs aux US, voire même des obligations aux US, parce que ça rémunère tout simplement plus d'être en dollars que d'être en euros ou en yens, qui perdent donc de leur valeur par rapport au dollar. Donc évidemment, en fait, quand on regarde ce graphique, c'est l'idée de se dire, c'est pour être contrarien. Et pour être contrarien, c'est en gros de se dire, ben, ça veut dire qu'en gros, il faut faire attention, c'est actuellement le consensus plébiscite les États-Unis. En gros, tout le monde est investi et surinvesti sur les États-Unis. Toujours cette histoire de on agrandit la salle de cancer, mais on oublie d'agrandir les portes de sortie de secours, ce qui fait que, évidemment, quand on a des flux qui sortent, et pas à moitié, puisque pendant des années, en fait, on n'a fait que renforcer justement ce schéma. C'est pas un Ponzi, bien entendu, mais c'est bien pour renforcer cette idée en vous. C'est en gros, on renforce et on est de plus en plus à acheter, on a de plus en plus de flux. Et à un moment donné, il faut bien que ces flux-là sortent, évidemment, pas du jour au lendemain et pas tout d'un coup, quoique il y a des capitulations et des paniques, ça arrive avec de nombreux appels de marge. Et il faut bien se dire qu'en gros, en face, en règle générale, vous n'avez pas suffisamment de collatéral et de papier. Et donc c'est pour ça que ça renforce en fait la volatilité inhérente sur ce marché-là. Ça, évidemment, il n'y a rien de neuf. On s'en était parlé déjà l'année dernière et c'était l'idée de dire, attention, il ne faudra pas croire que ce marché 2020-2021 post-Covid, c'est ça la bourse. Non, au contraire, il va falloir s'attendre à beaucoup plus de volatilité. Donc la volatilité, on est en plein dedans. Mais pour autant, la guerre, notamment en Ukraine, a relancé en fait une grosse performance du dollar. Alors c'était pas que la guerre, c'était déjà en place depuis un moment. Je dis souvent que les tendances de fond en fait sont déjà en place et les événements, qu'ils soient macro ou politiques ou géopolitiques, ne font que renforcer le mouvement de fond. Et donc là, c'est vraiment ce qu'on a eu, c'est ce renfort justement du plébiscite du dollar en mode valeur refuge, ce qui fait que ça renforce d'autant en fait la continuation, vous voyez ici, de l'exponentielle quelque part et donc de la surpondération en actifs américains. Et cela, malgré même, si vous voulez, l'idée qu'on a, avec la montée des taux, les valeurs technologiques évidemment qui sont cassées un petit peu en deux. Mais pour autant, on plébiscite les valeurs value et on les plébiscite aux US actuellement. Donc tout ça, ça fait que les marchés européens ou japonais ne sont pas inintéressants, mais ils captent moins de flux, notamment en Europe,
pour cause de guerre. Alors ce graphique-là, il est un petit peu ancien, depuis ça a un petit peu baissé globalement, mais c'était ça l'idée, hein, donc de bien comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière ces graphiques. Ce qu'il faut bien comprendre également derrière ces graphiques, ça ne vous donne absolument pas le timing, ça vous donne un élément de haut niveau de vue hélicoptère pour essayer derrière de prendre des décisions. Et l'idée là, évidemment, c'est de se dire, à un moment donné ou à un autre, il y aura un retour d'actifs, un retour de la moyenne qui reviendra donc sur les valeurs européennes, pour ne citer qu'elles, et donc revenir sur un monde plus value. Revenir sur ce monde value et la rotation, ça n'a rien de neuf, c'est déjà en place, ça se met en place au fur et à mesure depuis une année, mais là on parle vraiment d'avoir derrière ce retour de flux et donc d'avoir une pression encore plus forte de surperformance de l'Europe par rapport aux US. Mais voilà, tant que vous allez avoir la guerre et des pressions géopolitiques en Europe, ça va être compliqué. Donc là, l'idée, c'est de se dire, ce scénario-là, on le range pour l'instant dans le placard. Certes, on fait de la rotation sectorielle, on fait du value, mais c'est essentiellement les valeurs américaines qui en profitent au niveau des flux, tant que le dollar reste fort. Donc ce qu'on regarde comme indicateur, c'est notre euro-dollar. Et donc l'euro, je ne rentre pas dans les détails de qu'est-ce qui pourrait permettre à l'euro de rebondir, etc. Pour l'instant, je veux dire, tout ce qu'il faut se dire, c'est que c'est baissier point barre. Mais l'idée, c'est de se dire, je regarde quand même l'euro parce que le jour où il est dans la capacité de redresser la tête, on ne parle pas juste d'un simple rebond technique, on parle vraiment de retourner la tendance de fond. Ça sera à ce moment-là qu'il faudra bien comprendre que il y aura une rotation non seulement sectorielle, mais une rotation géographique des portefeuilles. Et que donc il sera temps à nouveau de se réintéresser aux valeurs européennes. Parce que évidemment, elles ont beau être pas chères, elles peuvent devenir encore moins chères à partir du moment où il y a un retrait des flux pour cause de différentes peurs, etc. Et c'est bien ça qu'il faut comprendre dans l'aspect de timing, de bien comprendre quand est-ce que les investisseurs et donc les flux changent un petit peu leur fusil d'épaule. Donc ça, c'était pour moi l'élément important pour bien comprendre, c'est à quel moment, en gros, via cette idée-là, et donc via la paire euro-dollar, c'est à quel moment qu'on change son fusil d'épaule et qu'on décide à nouveau de rebalancer les portefeuilles pour se remettre en Europe, si on est européen également, pour renforcer cette surperformance géographique. Et il faut bien comprendre également que tout un tas d'investisseurs aujourd'hui, ils sont surpondérés sur les US, et à un moment donné, si le dollar venait à se retourner, c'est un gros si actuellement évidemment, de par les éléments, comme je vous dis, mais c'est ça qu'il faut regarder. L'idée, c'est pas de l'anticiper encore à ce stade-là, mais c'est l'idée de bien regarder cet indicateur-là. Et donc si vous avez le retournement qui se met en place, c'est l'idée également que vous allez avoir des retraits de flux, qui sont non seulement des retraits de flux de particuliers et de fonds américains, mais qui seraient des retraits de flux de fonds étrangers qui, depuis les années, surtout 2010, mais surtout à partir de 2015, en fait, sont allés vraiment à fond sur la surpondération valeur de croissance et donc à fond sur les US. Et on voit bien, regardez, c'est d'autant plus fort que ce qu'on avait connu dans les années 60-70, encore plus sur la bulle Internet. Vous voyez quand même le mouvement et la surpondération. Et donc c'est là aussi où il faut faire attention à tout un tas justement de théories qui en fait vous disent que le passé va se répéter dans le futur, et que donc en gros on regarde les statistiques et on regarde les éléments passés pour vous dire, eh ben il faut continuer, il n'y a que les États-Unis, il faut continuer d'investir dans les États-Unis, il n'y a que, etc. Potentiellement, oui, quand on regarde l'euro-dollar actuellement aujourd'hui, on se dit ok, mais ce qui est important, c'est pas de se borner justement, et bien de continuer de faire du suivi. Pour éviter justement de se mettre à mal, parce que comprenez bien que tout est une histoire de flux, et que quand les flux se retirent, quand la marée se retire également, votre petit support, il va pas tenir, il ne va pas faire long feu. Donc on parle vraiment là de changement de gestion en vue hélicoptère, en vue long terme. Ce pas des choses qui se font du jour au lendemain globalement. Mais c'est bien l'idée de faire très attention justement à toutes ces stratégies qui vont vous expliquer. Justement, il ne faut pas louper, en gros il faut être tout le temps investi sur son portefeuille, il faut être tout le temps sur les Américains, parce que on a une mémoire courte et on oublie notamment qu'après le dégonflement de la bulle Internet, globalement les valeurs technologiques, et notamment les valeurs technologiques américaines, n'ont absolument rien fait
ou que ce soit très maigre, jusqu'à justement, à partir de 2010, jusqu'à 2015. C'est à partir de ce moment-là où la technologie a recommencé à surperformer. Mais avant tout ce cycle-là, jusqu'au subprime, c'est les valeurs value qui ont surperformé. Et à l'époque, il n'y avait pas, on était un peu plus stable justement en Europe, l'euro devenait bien plus résilient et bien plus fort, et c'est l'Europe qui a surperformé. On l'oublie souvent, mais l'Europe, pendant 4-5 années, a surperformé les US. Donc ça aussi, c'est important de comprendre, il ne faut jamais dire jamais, et on est sur des cycles, et on est sur des rotations, et potentiellement un jour ou l'autre, il y aura à nouveau une rotation, non seulement l'aspect value, growth, mais ça on en avait déjà parlé, qui est déjà en place, mais après un retour des flux sur l'Europe. Évidemment, il y a énormément de vents contraires actuellement. On ne sait pas quand est-ce que ces vents contraires-là se limiteront et permettront au fur et à mesure au flux de revenir. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, hein, globalement. Mais on a un indicateur qui est pour moi l'euro-dollar, qu'il faut donc continuer de suivre. Et au moment où il nous donnera un signal, pas un signal court terme hein, de rebond, mais un signal beaucoup plus majeur de long terme, de retournement, et pour moi, c'est au minimum un retour au-dessus des 1,13 à 1,15. C'est à partir de ce moment-là réellement qu'on mettra en place ce retournement qui pourra permettre d'avoir des flux qui reviennent sur l'Europe, sur des valeurs value, et éventuellement aller chercher de la surperformance sur l'Europe. En attendant, bien entendu, les US, même si certaines valeurs sont chères, parce que le dollar est fort, ça continue d'être incontournable et il n'y a pas d'alternative globalement. La problématique quand il n'y a pas d'alternative, c'est que ça prépare justement la future alternative. Après, c'est une question de timing. Pour certains, ça peut être sur des mois, sur des années, et donc évidemment, on ne va pas prendre nos décisions et l'anticiper trop en avance. Voilà ce que je voulais vous dire sur les indicateurs pour éventuellement voir des surperformances entre marchés. Ça, on peut le faire sur plein de choses. Mais voilà un petit peu, c'est des réflexions un peu plus macro et c'est des choses qu'on suit en fait globalement, hein, toutes les semaines ou tous les mois. On va regarder ça et petit à petit, ça va permettre de forger une idée. Mais en attendant, évidemment, on n'agit pas. Et c'est ça, pour moi, 80% du job que l'on fait en tant qu'investisseur. C'est ce type d'observation-là, avant de tirer. Hein. On est vraiment dans la patience avant d'exécuter ce qu'on a observé pendant des mois, voire des années, en attendant le bon signal. Comme la remontée des commodities actuellement. C'est également des choses et des scénarios qui étaient en place là depuis des années, mais derrière, vous avez besoin de la tendance de fond se mettre en place, et après, vous avez besoin des événements qui viennent renforcer cette tendance de fond et l'accélérer. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines. Et je vous retrouve dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez. Salut les graphes.